Nous continuons de parler un moment de la Coupe d'Afrique des Nations. On évoquait donc cette qualification pour la finale de l'Algérie et du Sénégal. Le débat donc tournait autour de la VAR. On dit la VAR ou le VAR? La VAR, la vidéo. La vidéo Bon, assistance. Ok, d'accord. Ambroise. Oui, oui. En fait, on se dit que avant que posons la question pourquoi les spécialistes ou la FIFA fait intervenir la VAR dans le jeu du football. Au-delà de tout, c'est un jeu aujourd'hui, c'est un truc commercial purement marketing, c'est du marketing. Mais on sait que c'est du jeu. Quel a été le déclic qui a amené la VAR? Moi, je me dis que peut-être c'est la corruption des arbitres, la corruption à haut dos des arbitres, qui, sur le terrain, peut-être font du n'importe quoi pour pouvoir balancer la victoire à une équipe et au détriment de l'autre. Maintenant, son utilisation au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan? Un bilan mi-parcours pour voir si la VAR peut continuer à siffler en deuxième ressort au-delà de l'arbitre central et déterminer qui a raison ou pas. C'est une question vraiment épineuse et pertinente à poser aujourd'hui. De la même manière, la corruption peut revenir au galop à tout moment. C'est la première fois qu'elle est utilisée sur le continent, je crois. C'est la première fois qu'elle est utilisée. Il le disait tout à l'heure, la VAR a aidé la France à avoir la Coupe du Monde. Ça, c'est pour le continent, c'est pour cette canne-là que c'est utilisé. C'est en cela que je disais qu'on ne peut pas quitter la FIFA sans tomber sur la CAF. Donc quand on parle de CAF, on tombe sur la fédération. Maintenant, mon problème au départ, c'est que est-ce qu'il faut laisser la VAR continuer? Il m'appartient pas à moi de faire le bilan de la VAR. Mais je constate quand même qu'avec la VAR, il y a le règlement de certains litiges au niveau de l'arbitre central. Supposons que la VAR est renvoyée encore au calendrier grec. Ça voudrait dire que les arbitres auront encore le vent en poupe pour être corrompus. C'est toujours des questions que moi je me pose. D'autant plus que si on fait une utilisation bienséante et judicieuse de la VAR, je crois que les problèmes seront moins que ce qu'on connaissait pas avant. Mais s'il doit y avoir une utilisation abusive de la VAR, là, on retourne à la case départ. Parce que ce qui pose problème ici au niveau de la VAR, c'est que je pense que l'arbitre n'est pas obligé d'y faire recours. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a certains arbitres qui, quand ils sifflent, ils donnent la signification de leur coup de sifflet. Et c'est quelques instants après qu'ils vont regarder à l'écran et on fait les replays. Et c'est après les replays qu'ils reviennent sur des décisions, bien confirment les décisions. Alors ça veut dire que c'est qu'il y a un doute même. Il y a un doute même à leur niveau. Ils ont sifflé pourquoi? Pour un but. Donc pour moi, la VAR devait confirmer la raison pour laquelle ils ont sifflé. Ils ont accordé la faute. Maintenant, quand vous sifflez pour une faute et que vous allez à la VAR et que vous revenez, moi je pense que ce n'est pas ça. Peut-être que ce qui a été fait hier entre le Sénégal et la Tunisie. Moi, je vois que, en fait, c'est l'être humain de se tromper. C'est pourquoi je dis, dans l'avènement de la VAR, c'est pour corriger les erreurs, quelquefois, des arbitres. Mais est-ce que les erreurs arbitrales ne participent pas aussi de la beauté du jeu? Oui, mais est-ce que... non, la dynamique même. Non, on ne peut pas dire qu'une erreur peut participer. Non, c'est-à-dire, il y a tout ça qui fait partie du jeu, puisque nous parlons là d'un jeu. Si vous voulez que tout soit robotisé, c'est-à-dire c'est ça ou c'est ça, ça enlève, comment dire... La beauté du jeu, non. Moi, je dis quelque chose. C'est-à-dire que, admettons, à supposer qu'un arbitre siffle, ou il ne fallait pas siffler. Il accorde la faute, ou enfin, la raison pour laquelle il a sifflé n'en est pas. La VAR, il fait recours à la VAR, c'est la VAR qui confirme, ou il peut venir à la VAR, infirmer ou confirmer ce pourquoi il a fait. Ça veut dire qu'intérieurement, comme le disait le grand frère tout à l'heure, il peut refuser la décision de la VAR. Oui, mais je crois que la VAR, ce n'est rien d'extraordinaire, ce n'est qu'une vidéo, qui remontre l'action. Quand par exemple Ambroise dit le ballon accidentellement qui vient vers la main, la VAR vous montre que le ballon est venu vers la main. Maintenant, c'est l'humain qui décide
qui juge pour savoir est-ce que c'est intentionnellement que peut-être la main était décollée du corps. Tout à fait. Ça, la VAR ne peut pas vous le dire. La VAR vous montre juste l'image. La VAR ne parle pas. La VAR montre l'image. Maintenant, quitte à l'arbitre de dire effectivement c'est vrai ou c'est pas vrai ce pourquoi j'ai sifflé. Donc la dernière décision vient de l'arbitre. On peut lui remontrer l'image et il peut dire oui, ce que j'ai sifflé, j'ai raison, ça peut valider, on peut infirmer ou confirmer ou infirmer. Donc je crois que l'avènement de la VAR, ça peut faire éveiller même la conscience ou l'éveil même de l'arbitre par rapport à la décision pour laquelle il a tenu. Alors moi je reviens... Mais pour cela aussi, je crois qu'on ne peut pas intentionnellement faire recours à la VAR parce que tel a parlé ou tel a dit. Non, puisque l'arbitre, il est le seul maître du terrain. Alors, moi, je reviens à l'éternelle question. Est-ce que l'Afrique était obligée d'adopter la VAR? Parce que ce n'est pas une technologie africaine. C'est des gens qui sont assis dans un laboratoire, qui ont créé un logiciel, qui l'ont imposé dans le jeu. Et petit à petit, on dit, bon, c'est comme ça, il faut le faire. Oui, pour répondre à cette question, moi, je voudrais remonter à l'historique même de l'avènement de la VAR. Je le posais à l'instant comme question. Quelle année le déclic ou l'origine, qu'est-ce qui l'a amené? Si je m'en tiens à la corruption que j'avais évoquée à l'instant, parmi tous les pays au monde, quel est le pays le plus corrompu? Dans quel continent se trouve ce pays-là? On vous dira que c'est en Afrique. Donc, au moins les 10 meilleurs, les mieux corrompus, même si c'est un peu péjoratif, c'est en Afrique, le Nigeria, le Cameroun et autres. Donc ça voudrait dire que si on suppose que la corruption annonce le déclic de la création de la VAR, l'Afrique doit bénéficier de la VAR. Quand il parlait de son importance, je l'agrée complètement. Parce que quand il y a hors-jeu, et que l'arbitre qui est là, la touche, celui qui est l'arbitre de touche, avec d'un air évasif, n'a pas su le voir, la VAR corrige ça immédiatement. Il y a des fautes vraiment techniques que l'arbitre même serait indécis de siffler. Et si éventuellement les joueurs lèvent leur main, que l'arbitre arrive finalement à décider sur l'insistance des joueurs, là, la VAR intervient. Les fautes qui arrivent au niveau de la surface de réparation, presque dans la surface de réparation, il faut savoir si c'est dedans ou à l'externe, c'est la VAR. Il y a des buts qui entrent sur la ligne médiane, tout ça là, la VAR doit intervenir. Donc, sur ce plan-là, l'intervention de la VAR, mais comme il l'a dit effectivement, je crois que la dernière décision revient à l'arbitre central, qui ne doit pas jouer au super arbitre, mais jouer à l'équilibre des jeux. À l'équilibre du jeu. Supposons que l'Afrique, on élargue la VAR par rapport aux jeux africains. Certainement que je peux dire bonjour les dégâts, parce que avec le football qui est actuellement miné par, comment vous l'appelez, le marketing et de l'argent, la corruption, ça va passer comme il était à la poste. Non, moi, je vois que même, pourquoi il faut poser le problème en termes d'Afrique, puisque la VAR n'est pas une spécificité, on ne peut pas, le continent africain ne doit pas être en marge de la technologie. Sinon, bon, ceux qui ont créé la VAR, au moins, si c'était le continent qu'il avait créé, bon. Non, dans tous les cas, c'est pas... C'est Ambroise a évoqué quelque chose d'important. Vous savez, l'Afrique en Coupe du Monde, vous savez, là où on nous relègue tout le temps. Maintenant, on a introduit la VAR. Bonjour les dégâts. Là aussi, ça peut corriger. Ça peut quelque part corriger les erreurs qu'on inflige à l'Afrique. Le problème, l'Afrique décide, enfin l'arbitre décide d'aller regarder la VAR. Il y a but, il dit il n'y a pas but. Vous allez faire quoi? Finalement, c'est lui qui décide. Si la CAF oblige les fédérations à avoir la VAR, ça serait une bonne chose pour le football africain. Parce que dans les championnats nationaux, c'est la corruption qui compte. Et la CAF, la FIFA sanctionne. Pour éviter tout ça, il faut que la CAF impose la VAR dans les championnats nationaux. Ce serait une bonne chose. D'accord. Je voudrais terminer en disant qu'en réalité, après le tournoi, il y a une évaluation qui se fait autour de ceux qui y ont participé, les commissaires au match, les arbitres, et les sanctions même tombent par après. Donc avec ça, Gassama n'est pas à sa première, l'arbitre Gassama n'est pas à sa première sur une Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que les sanctions peuvent tomber à tout moment. Donc, quand vous savez que dans votre profession, il y a des règles qui les régissent, vous n'êtes pas tout à fait enclin à se donner facilement à la corruption sur le terrain. La VAR aura joué son rôle, mais il va falloir aussi que les arbitres soient conscients
du jeu professionnel qu'on est en train de jouer, que c'est un jeu. Au-delà de l'argent, c'est un jeu. De savoir s'imposer par la justice. Puis c'est une question de justice aussi. Alors, on passe maintenant au second sujet, c'est le Gabon. Nous évoquons maintenant la santé du président Bongo. 4 responsables de la principale coalition syndicale du Gabon ont été interpellés depuis mercredi. C'est ce qu'a affirmé leur organisation, qui avait déclaré début juillet que le président Ali Bongo Ondimba était mort. Une répression contre les leaders de la Confédération syndicale dynamique unitaire par le gouvernement gabonais s'est enclenchée depuis ce mercredi, a déclaré vendredi la coalition syndicale dans un communiqué. 4 de ces responsables ont été enlevés à leur domicile par des agents cagoulés de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale, a-t-elle affirmé. Sollicité par des journalistes, le parquet de Libreville n'était pas joignable depuis vendredi en fin d'après-midi pour confirmer ces arrestations. Il faut souligner également que depuis juillet, le président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, avait déclaré lors d'une conférence de presse que son organisation avait l'intime conviction que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est mort. Il n'existe plus, avait-il déclaré expressément comme Imayaba. Ça s'appelle, je ne sais pas moi, propagation de fausses informations. Et c'est surtout quand ça touche la première institution, c'est punissable. Oui, ça c'est clair là-dessus. Parce que quand vous n'êtes pas sûr d'une information, c'est comme nous ici, les journalistes, on ne peut pas donner une information pour laquelle on n'a pas de preuves. Oui. Alors, si vous êtes sûr de ce que vous dites, là vous le dites. Si vous le dites et que ça peut porter atteinte à quelqu'un ou faire l'objet de fausses informations, vous êtes poursuivi. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, je dis que bon, c'est vrai que dans ce cas, le gouvernement est allé trop vite en besogne parce qu'il ne fallait pas en arriver là. Le cas de Ali Bongo, c'est pourquoi il faut féliciter même, je veux parler du pays, notre pays, le Togo. Ça s'est dit ici au cas du président Fort. Il était mort lors d'un déplacement en Israël. Ceux qui ont porté ces allégations sont là. Il n'y a pas de poursuite. Donc nous disons bravo, comme par rapport aux autres pays, il y a des déficits démocratiques, bon, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il fallait arriver là? Est-ce qu'il fallait aller jusqu'aux poursuites, jusqu'à ce qu'on vienne? C'est la manière que moi je condamne, parce qu'il faut envoyer des gens, ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Il faut envoyer des gens coagulés et aller chercher des gens. Et puis on appelle le parquet qui est injoignable pour donner la suite à l'enlèvement, enfin à l'arrestation. Donc c'est tard je crois dans la soirée qu'ils ont été confirmés que c'est comme ça il y a eu. Mais c'est vrai, moi je ne dédouane pas tellement le gouvernement. C'est vrai que diffusion de fausses informations, c'est un délit qui est punissable par la loi. Maintenant, est-ce que pour l'apaisement, pour l'amour, vous savez que l'état d'Ali Bongo, ça a suscité beaucoup de rumeurs. Il était là 4 mois en convalescence hors du pays, sans communiquer avec son peuple. C'est vrai, le gouvernement pouvait donner des directives par rapport à ça, pourrait limiter un peu ces discussions ou peut-être ces informations que chacun tenterait de donner selon qu'il lui convienne. Donc je crois que ce qui s'est passé de part et d'autre, les responsabilités sont partagées, mais plus au niveau de ces syndicats, enfin de ces associations, de ces syndicats, il fallait avoir vraiment des informations fiables avant de le dire. Ambroise Ponjo, quand on va jusqu'à dire par exemple que le chef de l'État, on cite son nom, est mort, il n'existe plus, il y a un problème. Oui, il y a effectivement un problème, parce qu'il va falloir, vous savez, c'est vrai que ceux-là qui ont dit ça, ils ont exagéré, parce qu'avant de dire que quelqu'un est mort, il fallait voir le corps et identifier réellement que c'est lui. Mais, vous savez, dans un régime dictatorial militarisé comme chez nous au Togo, et au Gabon, au Tchad, au Congo, Brazzaville, et c'est ce visage-là qu'on a souvent. Hein. Oui, mais est-ce que d'abord, Ambroise, est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, si le président Ali Bongo est mort, de le cacher? Son papa était mort, on l'a dit. Il n'y a aucun intérêt à cacher si quelque chose de pareil. Peut-être que ceux qui véhiculent ces informations ont d'autres idées derrière que moi je ne maîtrise pas.
Mais ce qui est encore effarant, c'est le fait d'aller cueillir ces gens-là qui sont d'une association donnée de façon cagoulée. Ici aussi, on en compte. L'imam de Sokolé a été cueilli comme ça et on a mis à contribution la CET. Boudjona, en son temps, a été cueilli comme ça. Donc, c'est pour vous dire en réalité que ce n'est pas seulement l'apanage du Gabon, c'est dans les pays militarisés. Je viens de citer certains. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne publicité pour des démocraties, des États qui se veulent démocratiques, des États qui sont sur la voie d'une normalisation à visage découvert aux yeux du monde. Là, ça voudrait dire que nous sommes dans une pure démocrature. On habille la dictature et on présente les aspects textuels ou les aspects juridiques des tests au niveau du monde, comme quoi nous sommes des démocraties. C'est dommage, parce que le président Ali Bongo, quoi qu'on en dise, ne tient plus. Quand la personne ne tient plus, il y a toutes les spéculations possibles. Combien de fois on n'a pas dit, le président, l'ex-président est décédé, est mort. Plus de 4 fois, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, même Eden Kodjo, les gens récemment encore. Mais qu'est-ce que Rollus a dit? Bon, Rollus, même Fonia Sibé, comme vous l'avez dit, Ali Bongo lui fait du zèle. Quand vous êtes dans un état comateux, ça renforce votre caractère aigri. Vous devenez aigri et vous lancez les billes partout, quitte à qui le prend en chemin. Donc, c'est ce qui arrive à M. Ali Bongo. Je suis désolé. Il n'est plus en son état de gouverneur le Gabon. Il faut que certains aient le courage de le dire, mais aller dire complètement qu'il est mort sans avoir vu le corps, ça, c'est là où le bas blesse. Mais sans Fioclou, ce qui n'arrange pas l'affaire, et comme l'a dit Ambroise Mondjo, c'est aussi que on a un président qui, on le sait, enfin, je ne vais pas dire très souffrant, mais malade. Presque mourant. Qui ne se fait plus du tout voir et ça laisse libre cours à toutes sortes de spéculations. Oui, il est vrai que l'état de santé du président Ali Bongo n'est plus celui qu'on lui connaissait il y a environ un an, puisqu'il a piqué un AVC et il est revenu au Gabon le 23 mars dernier. La Confédération syndicale dynamisme unitaire, dont le président a proclamé la mort du président Bongo, n'a pas joué son rôle. Les syndicats ont des règles. Ce sont des organisations des travailleurs. Ce ne sont pas des politiciens. Mais ils agissent sur le plan politique pour appuyer surtout l'opposition telle que le cas se présente au Gabon. Nous ne pouvons pas dire qu'on peut donner carte blanche à ce monsieur pour faire une telle affirmation. Mais ce qui est déplorable, c'est la manière dont ils ont été cueillis. On a des règles de l'art. Quand quelqu'un commet un délit, soit il est convoqué ou on envoie un mandat d'amener, dûment signé. Mais tel n'a pas été le cas. C'est le hic qu'il y a dans cette situation. Mais la diffusion de fausses nouvelles, même de fausses informations, comme chez nous au Togo, ça suit un cours normal de justice. Ils ont mal procédé. En tant que syndicalistes, ils devaient maîtriser les contours de ces diffusions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche au gouvernement? La manière. La manière d'interpellation, c'est ça qui est reproché au gouvernement. Mais pour la cause du délit, c'est normal que c'est un délit. C'est constitué. Alors, mais ici, il y a aussi, en tout cas, moi, un bémol que je veux lever parce que c'est le syndicat qui dit que 4 de ces responsables ont été enlevés à leur domicile par des agents cagoulés de la police judiciaire, de la gendarmerie nationale. Alors que ce même syndicat vient de donner une fausse information. Est-ce que la description de l'enlèvement est exacte? En tout cas, c'est ça aussi la grande question. Parce qu'on ne sait pas si, comme ils ont l'habitude de donner de fausses informations, est-ce que celles qu'ils sont en train de donner, c'est vrai. C'est eux, je crois que comme il n'y a pas une démenti de la part du pouvoir, je crois que ça doit être une information. Il n'y a pas confirmation, non? Non, pour le moment, non. L'État ne s'est pas prononcé là-dessus. Mais pour l'instant, je crois que si c'était... On attend, ben, je crois que véritablement, ce qu'ils ont donné comme information, si ce n'était pas avéré, je crois qu'il y aurait des réactions de la part
des autorités, pour apporter un démenti par rapport à cela. Mais bon, depuis que ces déclarations et tout ont été données, je crois que tout ce qu'on a pu constater, c'est les éléments des agents coagulés seulement qu'on a vu aller enlever les gens. Sinon, pour leur personne, ni les autorités ne s'est jamais prononcé sur la situation. Et donc, comme vous le dites, je crois qu'il va falloir que nous fassions les choses dans les règles de l'art. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un régime, enfin, dans des pays où on va comparer surtout États africains comme des États mercantiles. Et ça n'existe plus. Il faut quand même changer. Il faut copier ce qui est bien. À l'extérieur, nous voyons ce qui se fait en Europe. Quand chaque fois, l'exemple que nous donnons, c'est l'Europe, allons-y voir ce qui se passe en Europe. Comme si nous ne pouvons pas en Afrique faire comme ceux qui sont en train de faire. Donc, il faut faire les choses dans les règles de l'art pour que, au moins, quand on conteste, qu'on puisse avoir des raisons ou des preuves de nos contestations. Parce qu'au-delà de tout, l'être humain est égal à tous les niveaux. C'est vrai, Ambroise, quand on se retrouve aussi dans des États où on est coutumier de ce genre d'enlèvement, où on met des gens cagoulés et tout, comme si c'est un film d'action qu'on voulait jouer. On ne comprend pas pourquoi c'est des choses comme ça, c'est pas des djihadistes qu'on va arrêter, c'est juste des leaders syndicaux. Non, c'est le zèle d'un État qui a perdu les repères de la démocratie. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, ça aurait été un certain Rodriguez Duterte en Philippines, je le comprendrai. Parce que lui, il le dit à qui veut l'entendre. Tout ce qui est dealer, narcotrafiquant, tout ça là, ils sont éliminés. Moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne vais pas adhérer à cette manière de traiter les gens, parce qu'il y a des prisons, quand même, il y a une justice. Mais ici, sur le continent africain, j'ai comme l'impression que il y a toujours ce comportement dans notre âge que nos dirigeants essaient de démontrer pour décourager d'éventuels contestataires et ensuite faire taire les vrais défenseurs des droits de l'homme. Parce que le discours qui est renvoyé derrière tout ça, c'est que j'y suis et c'est moi qui suis là. Personne, après moi, personne. Mais tu n'es pas... si M. Bongo Ali était un omniscient, je ne crois pas que Ali Bongo serait dans un état actuellement commenté. Parce que là, je ne sais même pas s'il retrouve tous ses sens quand il veut parler tout ça là. Ça veut dire qu'il n'est plus Ali Bongo. Quand vous n'êtes plus vous-même, essayez de vous recroqueviller, essayez de revenir à vous-même, de conduire les troupeaux comme cela se doit dans des pays dignes et démocratiques de ce nom, au lieu de jouer au Hollywood, pas forcément au Hollywood, au Hollywood, et que les gens soient ébahis le matin, ils se retrouvent dans un pays où on se retrouvait dans un film américain. Donc aujourd'hui, il n'est pas bien pour nos régimes, pour ceux-là qui se disent État démocratique ou qui empruntent la voie démocratique, de se comporter, surtout quand les gens entendent ça à l'extérieur, et que les puissances, l'ancienne puissance coloniale, elle se mue dans un silence de carpe. Là, je me dis qu'il y a un problème. Parce que quand vous allez laisser ces gens-là fleurir dans la ville, dans le pays, ça veut dire que nous, nos intérêts seront menacés. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent s'attaquer à nos intérêts. Donc, quand ils font ça, ils se taisent. Ça aussi, c'est à condamner. Parce que personne ne me dira aujourd'hui que là où Ali Bongo est, ce pays est dirigé, téléguidé directement par la France. Parce qu'au temps de Bongo Père, Bongo même l'a dit, c'est les Français qui vont... On dit, c'est eux qui seront mes serviteurs. C'est eux qui seront là, mes valets. C'est eux. Et ils étaient à la présidence. Bongo est mort. Comment on a fait pour maintenir le fils à la présidence au Gabon? Ça, tout le monde peut-être ne le sait pas. Mais ce qu'il est devenu aujourd'hui est que l'on puisse avoir le courage de dire que, monsieur, vous n'êtes plus apte de diriger le Gabon, laissez la place à une autre personne. Ça, c'est la France aussi est incapable de le dire. Donc la responsabilité aussi est partagée entre la France et Ali Bongo et ces militaires-là qui font du cow-boy au Gabon comme sur les champs californiens. Je me porte en faux à ce que vient de dire Ambroise quand il dit que Ali Bongo ne gouverne pas le Gabon. Dès son retour du Maroc... Avec tous ses sens quand même. Dès son retour du Maroc, il a formé un gouvernement. Il a dirigé... Il continue pas à diriger le Conseil des ministres. Il reçoit ses pairs.
Même le président Gnassingbé y était. Le Gabon est dirigé ailleurs. Bongo et le président de Guinée équatoriale y était la dernière fois. Donc, ce qui veut dire qu'il est dans les prérogatives de chef d'État du Gabon. C'est aussi le cinéma, justement. C'est du cinéma. En fait, c'est le cinéma, là. C'est ça. J'ajoute des choses là-dessus. C'est le cinéma. Et vous savez, quoi qu'on dise, Ali Bongo n'est plus apte. C'est-à-dire que son aptitude à diriger le pays, il n'a pas encore cette aptitude. C'est pourquoi même récemment, bon, est-ce que il dirige, hein? Quand vous dites qu'il n'est plus apte, il dirige. Depuis pratiquement, je crois, 3 ans. Peut-être qu'on ne le voit plus dans les actes. Il ne communique plus. Il n'est plus dans le visuel, dans l'ostentatoire. Mais il est là, il dirige, il préside les conseils des comme un pantin, il nomme, il démet. Comme un pantin. Quand on dit quelqu'un dirige là, c'est quoi? Ça dit c'est parler à son peuple. Oui. Non, pas tout le temps non plus. Non, depuis son retour, il s'est déjà exprimé 2 ou 3 fois, je crois. Non, c'est ce n'est pas directement. Et puis, je crois que le jeudi dernier, il a effectué un déplacement dans les rues de Libreville. Oui, il était installé dans un siège décapotable. Non, c'était pour lever l'équivoque par rapport au fait qu'il est plus apte. Mais intérieurement, il sait qu'il ne répond pas. Ça, il faut quand même dire les choses. Comment ça, tu sais qu'intérieurement, il ne répond pas? On va à la pause. On va à la pause. On va à la pause et on revient après. C'est d'être là.